C'est intérieur, donc tu peux pas le changer. Moi, évidemment, que j'ai plus de joie quotidienne aujourd'hui dans les conditions financières dans lesquelles je vis que par rapport à quand j'étais en toile de tente. Par contre, mon bonheur intrinsèque est vraiment le même. Et pour le coup, on parlait de l'Olympia, j'ai fait ce point de vie à l'Olympia dans la Grande Loge. C'est vrai ? Je me suis dit, bon, t'en es où ? Puisque moi, je découvre ma vie au fur et à mesure. Hein. Est-ce que c'est le bon chemin ? Est-ce que t'es plus heureux ou moins heureux que quand t'étais dans la toile de tente, dans l'île de Ré, en train de vivre là-bas et tout ? C'est une question incroyable. Et en fait, je me dis, bah ouais, je suis aussi heureux, quoi. Exécuté par qui ? Fabrice Florent. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. 3 fois par mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils ? Comment ils le gagnent ? Comment ils le dépensent ? Comment ils l'appréhendent tout simplement ? Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5 € par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify. Et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. J'entends. Tu m'entends. Je n'entends que toi. C'est très étrange, j'écoute ton podcast, mais tu me réponds là. Bizarre. Fabien, bienvenue dans Histoire d'argent. Je savais pas à quel point tu t'écoutes Histoire d'argent, tu viens de me le dire là, si. J'avais pas capté. Hein. Et depuis un bout de temps en plus, quoi. L'été dernier, donc il y a quasiment un an maintenant, contrairement à ce que dit la météo, on est bientôt l'été, j'ai rattrapé tous les épisodes qui me manquaient. En me faisant accrocher par des épisodes de gens que je connais dans la vraie vie, qui étaient passés dessus. Et j'étais, c'est hyper intéressant, c'est très atypique, Histoire d'argent, je trouve. C'est, comme tu le dis si bien, c'est déjà atypique de parler d'argent en France. Ouais. Et je trouvais ça bien qu'il y ait un podcast dessus, tu vois, pour parler de la vraie relation à l'argent, qui se recoupe parfois, qui se contredit avec d'autres, mais qui reste toujours un élément de toute manière central qu'on peut pas nier dans nos vies, quoi. Exactement. Et je suis trop heureux. En fait, je savais pas que tu l'écoutais, tu vois, mais quoi qu'il arrive, je me disais, j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans la tête de Fabien et dans ton cerveau qui est à la fois hyper créatif, extrêmement cartésien, dans la création de tes multiples projets, etc. Et j'imagine l'argent qui va avec, l'argent que tu dois investir, gagner, perdre peut-être parfois. Enfin, tu vois. Et je savais même pas que c'était payant de passer dans le podcast, tu vois. C'est hyper bien rodé, quoi, ton histoire. Quel escroc. Non, je fais pas. Tu sais que j'ai lancé j'en profite pour le dire, mais j'ai lancé mon offre d'accompagnement. Donc maintenant, j'ai basculé dans le truc où je prends les gens one-to-one pendant quelques semaines et on travaille ensemble spécifiquement sur leur relation à l'argent. J'en profite pour le dire si ça vous intéresse. Le lien dans la description. En plus, c'est toujours bien parce que dans la relation à l'argent, comme dans pas mal de choses, on a des petits bugs. Se faire accompagner, alors qui plus est par quelqu'un qui sait, qui a de l'expérience, c'est quand même mieux. Tout à fait, mais oui. déjà, de se faire accompagner par quelqu'un à qui tu es obligé d'en parler, ça t'oblige à être en introspection, à constater, à déduire toi-même aussi de ce que tu fais. Donc, c'est un bon premier pas. Ceci dit... Je touche 10% sur Avec le code Fabien Olicard. On est transparent sur tout. Hein.
Ceci dit, c'est toujours gratuit de passer dans le podcast, même si effectivement, Fabien, tu es le roi de l'entourloupe. Regardez, je suis là et puis hop, ça se passe dans votre dos, vous n'avez rien vu du tout. On va aussi parler de ton bouquin que tu sors et d'une manière générale de tes bouquins, parce que ça aussi, c'est un truc qui me fascine chez toi. Ta capacité à écrire un livre par an. Ouais. Depuis 8 ans. Ouais, donc, tu en as ton 8e livre. Exactement. C'est le 8e livre sous forme de doc. Après, il y a d'autres projets qui sont plus légers ou dans le fun, etc. Mais il y a au moins un doc qui sort par an depuis 2017 maintenant. Tu te lèves tous les matins 1 heure plus tôt, c'est ça que prévu? Ça, c'était au début, je faisais ça. J'ai changé de méthode pour le 8e, là, en me disant... c'est que où ça marche très bien, ou ça marchera pas, mais il faut que j'expérimente d'autres manières de faire. Okay. Et donc là, la manière, ça a été de me dire, on bloque 3 fois 10 jours à des moments différents, où je loue une maison dans une ville qui me plaît. Tu vois, la première fois, c'était vers la dune du Pilat. Tu vois, et je ne fais que ça durant 10 jours, ce qui est rare pour moi d'être monotâche. Et puis dès que j'ai mal au dos, je vais courir, donc il faut que ce soit un secteur sympa. Le soir, petit resto de récompense, et à fond dessus pour la V1. Okay. Après, le retravail, ça prend des mois, et ça, j'ai pas besoin d'être isolé, mais c'est toujours la V1 qui est la plus dure à cracher, quoi. Et contre toute attente, parce que j'y croyais pas trop, je voulais tester, c'est génial. Parce qu'en fait, tellement que en immersion. Et j'écris quand je veux, le matin, le soir, la nuit, je mange ce que je veux. Enfin, tu vois, je me dédie à ça. Une vraie vie d'auteur, quoi. Ouais, je me lave si je veux, exactement, tu vois. C'est que le 9e jour, t'es tellement conscient de tout ce que t'as écrit que tu fais des liens, des connexions. Je sais pas si ce serait mon meilleur livre pour ceux qui le liront, mais moi, je considère que c'est mon meilleur livre dans sa forme, en tout cas, parce que, c'était incroyable. Alors que quand t'écris tous les jours 1 heure ou 2 heures, etc., le 29e jour, tu ne sais plus ce que tu as écrit le premier. Tu as vécu 1000 vies entre-temps, donc tu es moins conscient. Donc c'était très intéressant. Incroyable. Donc ce bouquin s'appelle Votre attention et votre super pouvoir. Et la preuve, tu as donc dédié ton attention pendant 3 fois 10 jours. C'était une méthode méta, en vrai, dont je reparle à un moment donné dans le livre. Donc force est de constater que même moi qui crois connaître plein de choses et qui me dit mais ça, c'est pas la peine sur moi, je l'ai mis en place en me disant ça ne va pas bien marcher. Ben si, c'était 1000 fois mieux finalement. Et c'est incroyable. Ce que j'adore dans tes bouquins, c'est que tu mets toujours en scène ce que tu es en train d'expliquer. Exact. Et que tu le testes avant tout sur toi, que tu es limite ton premier testeur, ton bêta-testeur. C'est sûr. En fait, le jour où j'ai plus besoin de progresser, donc ça n'arrivera jamais, mais où le jour où je n'aurais plus envie de progresser, donc je me poserai plus de questions, je ferai plus de tentatives, plus rien, j'aurai plus rien à raconter derrière. Ça part toujours d'une envie de partager quelque chose qui m'a touché perso. Et j'ai trop aimé parce que là, tu viens expliquer que, ok, je vais vous expliquer les bases pendant 60 minutes. Je veux que vous éteigniez votre téléphone, machin, que vraiment vous vous mettiez à l'aise et je vais que vous lisiez pendant 1 heure complète ce livre. Et je vous promets quasiment que vous n'allez pas décrocher, même si vous avez un petit déficit d'attention, en fait. Qui est fort. Ça rigole pas. En attendant, c'est trop intéressant parce que pour parler de ce rapport du rapport à l'argent, je me demande en fait à quel point les milliers de projets que tu lances, et ces bouquins en font partie, tu vois, sont venus impacter ton rapport à l'argent. Alors, j'ai un rapport à l'argent depuis toujours qui est très parallèle. C'est-à-dire que je le dépense très facilement quand j'estime que c'est nécessaire. Je ne suis pas un flambeur, mais je dépense rapidement quand faut le faire. Et ça joue quand même, je n'ai pas un grand besoin de confort. Je suis très content du confort que m'offre l'argent, mais une décision de liberté va être plus importante qu'une décision financière, tu vois. Donc, dans ce schéma-là, j'ai vécu en toile de tente dans ma vie, par exemple. Bon, et c'était OK. J'étais aussi heureux que maintenant, sauf que dans mon bonheur actuel, je suis quand même très satisfait d'avoir une douche chaude le matin privée, tu vois. Mais, tu vois, j'étais pas malheureux de ça. Ça n'a pas bougé. J'ai un bonheur proche du stoïcisme, moi, tu vois. Donc, l'argent, du coup, a toujours été un moyen de faire mes projets. Et puisque j'ai pas un rapport à l'argent de dépendance, de survie, j'ai pas un grand besoin de sécurité, j'ai toujours fait des choses qui me plaisaient dans la vie, même si elles me rapportaient pas d'argent, puisque le besoin de sécurité était pas là. Il y avait pas de oh là là, il me faut un CDI, il faut un appart, il faut machin, quoi. Ça a jamais changé. À tel point que, par exemple, quand je commence le spectacle en 2011, donc à la Comédie des Trois Bornes, en autoprod, j'ai pas un rond et tout, j'apprendrai au bout de quelques mois que tout le monde pense que j'ai un producteur, y compris les producteurs qui me font pas de propositions.
pour la simple et bonne raison que, comme n'importe quel artiste produit, je dépense du fric pour un graphiste. C'est pas un copain qui me fait mon affiche ou ma com, c'est un graphiste que je paye. Je paye mon théâtre, je paye de l'affichage, je paye des trucs. Je joue à perte, mais vraiment clairement que à perte. Il n'y a pas une possibilité que je ne sois pas à perte. Si le théâtre est plein, je vais avoir 250 € de recettes. Donc, ça ne peut pas marcher, quoi. Tu vois, une fois par semaine, tu as 1000 € de recettes par mois, tu en dépenses 3000 par mois, ça ne marchera pas. Mais je m'en fous parce que c'est toujours faire le projet que j'ai en tête le mieux possible, sans qu'il m'empêche de bouffer quand même, tu vois, mais j'investis. Je pourrais te mentir et te dire parce que je sais qu'après je vais me récupérer et tout. C'est pas vrai en fait. C'est que en 2011, en tout cas, c'est un pari, quoi. Et surtout que je compte faire ça 1 an à la base, donc et après de reprendre mes activités de conférence et tout. Donc tu vois, c'est que ça m'a plu, je suis resté. Mais voilà, je vais aller au bout des choses tant que mes moyens financiers me le permettent, sans me mettre trop dedans. En fait, et trop dedans, c'est vraiment être en incapacité de manger. Là, je suis pas stupide, quoi. Tu vois, par contre. Donc, pour tous les projets que je fais, il y a beaucoup de réinvestissement, il y a beaucoup de... Aujourd'hui, on dit du R&D, de la recherche et du développement, parce que je suis formalisé sous terme d'entreprise, mais j'ai toujours fait ça, en fait. On teste, on voit ce qui se passe, etc. Et il y a les projets qui doivent quand même avoir l'équilibre financier, des projets qui doivent rapporter l'argent à l'entreprise, des projets qui doivent me rapporter de l'argent personnellement, ce qui est encore différent. C'est le cas des livres. Les livres, il y a une énorme partie qui passe directement par moi, qui ne passe pas par l'entreprise. Donc c'est tes droits d'auteur c'est ça. En ton nom, quoi. Exactement, ouais. Parce que j'avais un peu trop tendance, je me suis calmé il y a 4 ans et demi, 5 ans, de me dire, il va peut-être falloir que je me verse un peu d'argent, moi, un jour. Je me versais pas de salaire depuis 10 ans. Je vivais d'une partie des cachets des spectacles, en fait, quoi, tu vois. Et finalement, j'étais le moins bien payé de ma boîte. Donc, je me suis dit, à un moment donné, il faut que... voilà, tu connais. Et je me suis dit, non. Donc, en fait, je me suis mis à la hauteur du plus gros salaire de ma boîte. Je gagne autant que la personne qui a le plus gros salaire ici, qui elle-même ne gagne pas ne pourra jamais gagner, c'est ma règle, plus de 2 fois le plus petit salaire. Comme ça, si j'augmente le plus petit... Tu t'es mis une règle ? Ouais. Il faut avoir une règle de rémunération. Comme ça, tu te dis, tiens, un tel qui a le plus petit poste et le plus petit salaire, cette personne mérite d'être augmentée. Là, c'est OK. Machin qui a le plus gros salaire, le plus gros poste, cartonne, il mérite d'être augmenté. Et ça attire tout le monde aussi vers le haut, peu importe. OK. Donc, et tu la tiens, cette règle-là ? Ah ouais, complètement. Parce que ça peut être une règle théorique, tu vois, et puis après, dans les faits... elle est noir sur blanc, et tout le monde ici est au courant, c'est transparent, quoi. Et quand tu dis tout le monde ici est au courant, ça veut dire que tout le monde dans la boîte connaît les salaires de tout le monde ? Oui. Ou t'es à ce niveau de transparence ? En fait, connaît le pourcentage. Voilà, si tu es au premier salaire, tu sais que la personne qui a le poste au-dessus, elle est forcément à pas plus de tant de pourcents que plus que toi, et on a toute l'échelle. Trop intéressant. Et c'est super, ça m'a enlevé énormément de charge mentale pour les augmentations, les machins, les trucs, les bidules. Il y a un truc un peu automatique de ça qui joue. C'est parfait, quoi. Tu vois, t'as plus à te poser de questions. Non, mais est-ce que lui, est-ce que elle, est-ce que machin, est-ce que truc, est-ce que moi, tu vois. Et pourquoi pendant toutes ces années tu te payais pas alors ? Qu'est-ce qui faisait que tu rentrais de l'argent donc dans cette entreprise ? J'aimais bien que l'entreprise puisse encaisser les projets que j'avais envie de faire. Les projets de cœur. Je te donne un exemple de projet de cœur. J'ai lancé l'impossible à faire des diamants volés en 2018. C'était une chasse au trésor sous forme de livre. Il y avait 5 diamants réels à gagner. Et donc, je sors le projet à l'équilibre. On sait, à une vache près, on perd pas d'argent, on gagne pas d'argent. Et puis, le livre marche beaucoup mieux que prévu. En fait, j'ai fait gagner 5 diamants supplémentaires. Tu vois ? Voilà, je les ai tous réinvestis. Voilà, projet de cœur. Donc il faut que la boîte, elle puisse supporter ça. Pourquoi tu fais gagner 5 diamants supplémentaires à ce moment-là ? C'est trop intéressant. C'est-à-dire que tu pourrais te dire, ok, tant mieux, je vais prendre cet argent pour moi parce que c'est mon travail et c'est cool, quoi. Projet de cœur, il n'avait aucune volonté de générer un bénéfice quel qu'il soit. Donc de ne pas en perdre. Alors après, je te dis ça parce que je suis... En termes de société, on peut dissocier les deux rapports à l'argent. En termes de société, il faut que j'ai une énorme trésorerie. Voilà, il faut que je me dise, demain, j'ai un vrai problème de santé, je suis l'homme clé de mes sociétés, tout est payable pendant 1 an. Tu as 1 an d'avance de trésorerie devant toi. Si je suis en dessous d'1 an d'avance, je considère que je suis à découvert. Donc, je ne suis pas un bon copain pour les banques parce que je ne suis jamais à découvert, je ne leur demande jamais de crédit, tu vois. Donc, j'ai toujours fonctionné comme ça. Quand j'ai produit mon Olympia en 2018, donc j'ai réservé en 2017,
j'ai mis l'intégralité quasiment de ma trésorerie sur l'Olympia cette fois-là. Tu vois, ouais. c'est la première fois où je me suis retrouvé à 1000 balles sur le compte. Je me suis dit, bon, peut-être je suis très con. Ça t'a fait quoi Peut-être sur le pas. moment de te retrouver avec 1000 balles alors que... En fait, pas Ça grand-chose. coûte combien un Olympia? J'ai même aucune idée. Alors, à l'époque, Ouais. c'était, moi je n'ai pas trop la mémoire des chiffres, c'était 25 100 € hors taxe, la location vide, plus 366 € hors Ouais. taxe pour la billetterie qui est obligatoire. Alors ça, tu te dis, bah ça va, c'est normal, c'est obligatoire. Oui, mais la billetterie va te prendre 10% des recettes. Ah yes. Donc ça te tape un peu plus. Et surtout, c'est à poil, donc il va falloir avoir tout le matos son, tout le matos lumière, donc la location, le faire venir, payer des rods pour qu'il le monte, donc les bouquets donc pré-réservés, etc. Et puis bah, du coup, comme d'un coup il y a 30 personnes, bah, il va falloir les faire bouffer, Ouais. donc il va falloir trouver une cuisinière ou quelqu'un en tout cas qui va faire la bouffe. Et puis un petit peu de budget de communication, mais comme moi je voulais communiquer sur mes réseaux, Ouais. en fait si à la fin il a resté de l'argent, donc en fait je me suis payé une campagne de Colin Morris de dernière seconde. Je peux te raconter l'histoire d'ailleurs parce qu'elle est marrante, juste pour dire que c'était complet. Voilà, ça c'était la fin. Le mec. Et j'ai bien fait parce que tout le secteur du milieu de l'humour professionnel m'a envoyé des messages quand j'ai affiché ça. C'est-à-dire, c'était passé sous leur radar, l'Olympia. Donc je me suis dit, bah, c'est bien, au moins ils savent que j'en suis au stade en tout cas d'avoir rempli mon Olympia, et c'est peut-être bien que Dumonté qui fait son festival d'humour soit au courant, que Montreux soit au courant, que tu vois. Mais c'est trop intéressant parce que tu veux dire qu'à ce moment-là, donc cet Olympia qui représente un énorme risque pour ta Ouais. boîte puisque tu n'as plus de Alors trésor. pas un risque, Ah. parce que j'ai fait tous mes calculs. Donc je perds ma trésor, qui est l'entorse de mes habitudes, Ouais. mais j'ai fait tous les calculs sur qu'est-ce qui se passe si je vends 0 billet. Ok. Je survis, la boîte survit. Donc Tu vois. c'était un risque calculé. C'était juste C'est le donc risque pas un de risque. perdre tout l'argent gagné et collecté ces dernières années. C'est le risque de les investir dans le mauvais projet. Voilà, c'était juste ça. Donc j'ai tranché sur cette décision, mais j'aurais pas pris par contre le risque dont tu parles de me dire si ça marche pas, c'est terminé. Ça, j'aurais Ok. pas été jusque-là. Mais tu as quand même à un moment donné ce truc de te dire, ok, donc ça fait X années que je suis en train de travailler comme un mulet et que je vais mettre un peu... Je crois que la dépense à l'époque, c'était 70 000 €. J'ai dû investir à ce moment-là, quoi. Tu vois, je devais être 72 000 sur le compte et j'ai dit, allez, on va sortir 70. Donc gros pari finalement. Tu sais, le plus marrant, en fait, il s'est passé 2 trucs. Je suis allé voir Yvette, qui était la nana qui gérait ça, tu vois. Elle m'a appelé jusqu'au jour où elle a déposé le chèque en mode, t'es sûr? Parce qu'en autoprod, c'était rare à l'époque. Tu vois. Ouais. T'es sûr? Je vais l'encaisser là, tu vois. Et pourquoi j'étais sûr encore plus qu'au début de l'idée? Parce que quand je suis allé présenter le projet à l'Olympia, qui te loue pas automatiquement non plus, Ben oui, puisqu'ils bien prennent sûr. un pourcentage de billetterie, ils ont envie que ce soit viable. Normal. Et l'Olympia, aujourd'hui, il appartient aussi à Universal, je crois, qui a des billets dedans. Donc je rencontre l'un des 2 directeurs. Le directeur que je rencontre, c'est le directeur un peu qui a les mains dans le cambouis, c'est l'ancien directeur technique. Et donc je lui explique tout le truc et tout. Il fait, ouais, ok, on va voir avec le directeur financier, tout ça, machin, on va en parler. On va te faire une proposition, on va dire comment on fait. Et il m'appelle 3 jours après en me disant, écoute, j'ai une bonne nouvelle, on a tout détaillé avec Universal, on va t'aider, on va te proposer une co-réalisation. Ok. Donc on coproduit en fait l'événement. Et puis après on fait moitié-moitié sur le bénéfice. Et du coup c'est là où j'ai dit, ah ben non, c'est Tu l'as- parfait, merci d'avoir fait ce travail à ma place. Je suis sûr de vouloir faire tout seul parce que Universal, c'est des comptables, c'est pas, ils sont pas amoureux de moi. Donc s'ils me proposent une coréale, c'est que eux, ils ont tout calculé et il y a de grandes chances que ça marche très bien. Et du coup, ils m'ont rassuré Ça en fait. t'a validé l'idée, finalement. Ça m'a enlevé les angoisses que j'avais à ce moment-là. Justement, j'allais t'en parler. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là quand tu as Yvette au téléphone et qu'elle te dit est-ce que j'encaisse ou pas? Toi, j'imagine qu'à ce moment-là, tu es là, bah vas-y, encaisse. Ouais, mais ouais. ça doit Non, pas non, être aussi simple que ça émotionnellement, non? Si, Ok. parce que je les avais déjà sortis de ma compta. Alors, Oui. En compta professionnel, je travaille moi comme un épicier, tu vois. Donc je vais te dire un truc, je les ai tellement sortis de ma compta que le jour où l'Olympia m'envoie ma billetterie, je tombe des nues. Mais je tombe des nues. La somme est beaucoup trop grosse selon moi, je comprends pas et je prends 2 minutes à checker. Je tombe des nues parce que moi, dans ma tête et dans ma compta, je n'ai pris en compte que le bénéfice que je faisais de la date
Ah, yes. Donc j'avais oublié que Ça allait tout ce que rentrer un j'avais maximum investi, de cash. les 70 000 que j'avais investis me re-rentraient. Mais dans mon tableau Excel, ils étaient sortis. Dans ma compta, ils étaient sortis. Donc ils ne re-rentrent pas. Donc je ne considérais que je suis très transparent, j'ai dû faire 9 000 €, un peu moins de 10 000 de bénéfices. Donc j'attendais mes 9 000. J'étais content. Puisque moi, ma botte, elle avait refonctionné. Puisque comme je t'avais dit, j'avais considéré que si ça ne marchait pas, il fallait que ça roule. Parce que c'est séquestré pendant un an, tout ce fric-là. Hein. Je réserve en juin 2017 pour septembre 2018. Tu vois, donc je dois toucher les sous fin octobre 2018. Rien que ça, c'est tu ouf. vois. Et donc en octobre 2018, j'attends mes 9 000, super, j'ai des idées de projet, ça tombe bien et tout. Et je reçois donc 79 000 ou un truc comme ça. Quoi ? Mais quoi ? Et après, je me suis dit, mais t'es trop bête. Mais trop bien, je me crée que des bonnes surprises. Hein. Y a pas de, tu vois. C'est ton côté un peu épicier, tu trouves ? Oui, épicier, parce que par exemple, je considère que... J'imagine à quel point c'est amélioratif dans ta tête quand tu dis épicier en plus. Ah ouais. C'est-à-dire que je considère que c'est jamais du temps de perdu de prendre le temps de discuter avec quelqu'un pour terminer de le convaincre s'il a un doute que acheter une place pour le spectacle, c'est une bonne idée, tu vois. Il n'y a pas de petite action qui existe chez moi à l'époque de l'Olympia. J'avais imprimé 2000 affiches. Et je ne sortais pas de chez moi sans avoir 10 affiches sur moi, même pour acheter le pain. Sauf que ma règle, c'est si il te reste une affiche et que tu rentres à la maison, t'es vraiment pas un mec fiable, hein, Fabien. Donc en fait, peu importe, dès que je sortais, il fallait que je colle 10 affiches. Tu vois, il y a un côté très artisan. Je dis épicier, mais c'est très artisan, quoi. Tu vois, mais que j'aime bien parce que j'ai toujours l'impression que ça me donne une conscience globale de tout. Tu vois que je connais les difficultés de tous ceux qui bossent avec moi. Que eux savent que je suis un rouage moi aussi, tu vois, que je prends pas les choses à la légère et que je considère pas qu'il y a de petites actions, tu vois. Et alors, ce qui me fascine dans ce que tu me racontais sur cette histoire d'Olympia, là, c'est que donc, il te restait de l'argent et tu as fait une campagne promo. Donc, tu es allé chercher, investir encore plus d'argent pour faire savoir au monde, et notamment au monde du spectacle, parce que les colonnes Maurice à Paris, c'est, pour les gens qui ne l'ont pas, c'est vraiment les poteaux, enfin les gros panneaux là, qu'on voit partout dans la ville, pour dire que c'était complet. Ouais, en fait... C'est incroyable comme coup de com'. Mais je me dis d'abord, donc je vois bien que ça va bien se passer, je dois être à 1500 places vendues sur les 2000, donc je me dis, bon, qu'est-ce que j'en fais de ça maintenant, tu vois, parce que j'ai bien conscience que bientôt c'est terminé une fois que l'Olympia sera passé, et j'ai découvert un truc pendant cette année-là qui n'était pas pressenti, qui est si tu annonces ton Olympia un an avant la date, pendant un an tu es à l'Olympia en promo. Tu vois, pendant un an ton actualité c'est je suis à l'Olympia, et ça envoie un message quand même, tu vois. Donc je me dis qu'il en reste quoi, et puis après je me dis bon, et tous ceux qui passent à côté, je vais pas leur dire après pendant 10 ans, alors là on le fait aujourd'hui, mais j'étais à l'Olympia, je me suis fait l'Olympia, tu vois. Je me souviens à l'époque. Et j'avais mes premiers bureaux, les tout petits là, et je prends rendez-vous avec le commercial de chez JC Déco pour connaître les tarifs, etc. Donc il vient au bureau avec sa petite mallette, il donne les tarifs. Moi, je dis, non, parce que moi j'ai besoin de mes organes, donc je pourrais pas vous prendre d'affichage à ce prix-là. Et il me dit, bon, après on a aussi des opérations des fois de dernière minute. Donc on n'a rien, donc on peut brader, il faut être très réactif, etc. Machin. Je dis, ça m'intéresse pour les colonnes Maurice, vous me tenez au courant. Je lui prends les spé, tout ça, machin et tout. Il part et je me dis, ça coûte combien de fabriquer des affiches dans ce format-là? Je commence à chercher et tout. J'appelle Yo, mon graphiste. Je fais, tu peux me faire une déclinaison, colonne Maurice? Tu me fais ça à combien? Nana et tout. En 2-3 jours, j'ai les 200 visuels, ils appellent ça les 200 affiches qui sont faites, qui sont imprimées, qui sont stockées au bureau. Et je me dis, au pire, elles ne servent pas. Tu les as fait imprimer donc? Ouais, j'ai tout. Et un jour, JC Déco m'appelle, on a un truc, c'est pour dans 4 jours, etc. On te fait les faces pour quelques... alors, je ne sais plus combien c'est, mais entre 10 et 20 000 €, un truc comme ça. Ce qui est vraiment pas cher par rapport à l'opération qu'il me proposait. Et moi, je regarde un peu mon tableau des bénéfices, des machins. Je fais, moi, j'ai 5 000 et quelques. Hein. Il fait, non, c'est pas possible. Je fais, non, mais je comprends, il n'y a pas de problème. Juste pour info, par contre, si vous trouvez personne, sachez que j'ai les 200 derrière moi. C'est fait, c'est imprimé. Je peux vous les livrer dans l'heure, d'ailleurs, si vous voulez. Incroyable. Fait, non, mais à ce prix-là, on peut pas acheter. Non, mais comme ça, vous savez quoi. Et je crois qu'il a rappelé pour dire, bon, à 6 000, c'est bon, un truc comme ça, tu vois. J'ai fait, mais il n'y a pas de souci, je vous les apporte tout de suite. Incroyable. Et tout. J'ai commandé un van, je suis allé les apporter. Et voilà. Et tu vois, cette dépense des affiches, c'était pas beaucoup sur le budget de l'Olympia. C'était un 0, et quelques %.
mais c'est ce qui m'a permis de faire cet affichage-là, qui était un affichage de notoriété, en fait. Parce que j'avais juste mis en jeu quelques centaines d'euros qui m'ont fait économiser quelques milliers d'euros, en fait. Je crois que j'ai payé peut-être 10 fois moins que ce que ça coûte, en fait. Quoi, tellement smart. Tu sais, dans ce podcast, j'aime bien aussi parler du rapport à l'argent et de la relation à l'argent. J'ai l'impression que tu as une relation d'abondance à l'argent. Ah non, complètement. Ouais, mais... On en trouvera toujours. Ouais. Tu vois. Mais c'est pas... pour plein de gens, si tu écoutes le podcast, tu t'en rends compte, quoi. C'est pas aussi évident que ça. Je me demandais un petit peu, et c'est peut-être l'occasion de parler un petit peu de ton éducation à l'argent, etc. Déjà, les 2 premières questions, tu les connais. C'est en fait, si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, aujourd'hui ? Oui, pas grand-chose en vrai. Ah ouais ? Tu vois, non, ça m'évoque, ça m'évoque, on va dire, priorité au vital. Donc si tu as un loyer, tu payes ton loyer, tu payes ta bouffe, et tout le reste, tu peux le faire sans argent. Et ça vient de l'éducation. On est une famille, on est 5, mon père et ma mère inclus. On avait des moyens très modestes, on n'était pas pauvres, on était très modestes. Mon père était artisan. Tous les week-ends, on allait pêcher pour avoir du poisson dans l'assiette, tu vois, réellement. Ma mère, elle faisait des ménages, elle était mère au foyer, etc. Elle s'est beaucoup occupée de nous. Et donc, on a toujours eu à manger. Et puis, on n'a jamais fait gaffe, mais il n'y avait pas toujours les mêmes quantités dans l'assiette de mes parents, tu vois. Ça, c'est à l'âge adulte que tu le découvres. Tu vois, même mon père, on n'avait pas une relation forte quand on était enfant. Puis aujourd'hui, je la comprends. En fait, ce gars-là se crevait à la tâche pour être sûr qu'on ne manque de rien, etc. Donc, il était KO le soir et moins patient, tu vois. Et donc, on a su très tôt qu'on n'avait pas de sous et que les choses se passaient avec l'argent, les choses qu'on voulait. Les vêtements, ils venaient souvent des cousins, des cousines. Moi, je suis le dernier de la famille, donc de mon frère, voire de ma sœur. J'ai une doudoune violette au collège. C'était un peu traumatique, tu vois, pour moi à l'époque. C'est ça qui te permet de finir devant 3000, 5000 personnes sur scène. Tu peux rien enlever du parcours. Exactement, tu peux rien enlever du parcours, sinon c'est plus ta réalité aujourd'hui. Et ce que je garde de cette éducation, c'est que donc on a été très heureux, très très heureux. On a fait énormément de choses. J'ai vraiment des expériences de vie, des choses palpitantes à raconter de mon enfance, sans thune. Donc, je pense que j'ai ça au fond de moi si tu as payé ton loyer et ta nourriture, tu peux faire toutes les choses qui te rendent heureux ou heureuse sans argent. A priori, c'est possible puisque je l'ai déjà expérimenté, moi, sur les 17 premières années de ma vie. Donc, c'est possible de le faire. Donc, si on me dit argent, tu vois, c'est juste, oui, pense à donner la priorité aux besoins vitaux et après, tu dépenses là où tu veux. Ok. Fait, quoi, tu vois. T'as un souvenir, donc t'as parlé du poisson, là. Ouais. Est-ce que t'as un souvenir d'enfance qui est marquant en rapport avec l'argent ? En rapport avec l'argent... j'ai un souvenir, j'ai deux souvenirs. Un qui est marrant, je commence par le marrant. Okay. C'est à l'époque, je suis au lycée en seconde, et il y a un voyage organisé. J'ai pas du tout envie de le faire. Vraiment pas du tout. Il m'intéresse pas du tout. Donc, je suis le seul de toutes les classes de seconde à refuser ce truc-là, quoi, tu vois. Et je mangeais pas souvent à la cantine, parce que ça me saoulait le réfectoire et tout, le bruit, tout ça. Donc moi, je me faisais un casse-dalle. Tu vois, pareil, dans l'éducation, quoi, tu vois, tu peux manger à l'extérieur gratuitement ou à pas très cher si tu te prépares à manger. Donc je me prépare à manger. Je préférais aller bouffer face à la mer entre midi et 2 qu'au réfectoire. T'as grandi à La Rochelle. Ouais, voilà. Et donc, je refuse ce truc. Et à l'époque, j'étais délégué, c'était pas de mon fait, mais délégué un peu du lycée. Tu sais, il y avait un truc comme ça, quoi. Je sais plus pas comment de ton ça s'appelait. fait. Non, c'est-à-dire qu'il y en a un qui a cité mon nom, mais les autres ont commencé à machiner. J'ai dit, moi, si vous voulez. En fait, c'est que j'avais pas une grande gueule, parce que j'ai jamais été problématique, mais je laisse rien passer. Donc, j'ai toujours, par contre, défendu mon steak et celui des autres. Quoi. Ouais. Et je lâche pas, quoi. Et c'est pour ça qu'eux m'ont inscrit, on fait le truc. C'était assez marrant. Et du coup, je suis un peu en contact avec le proviseur de ce lycée. Et du coup, je me fais appeler par lui dans la récréation, tu sais, dans les enceintes, monsieur Olicard est attendu au bureau du principal et tout. C'est jamais un bon présage, tu vois. Je me dis, qu'est-ce qu'il a grillé? Ça, non, c'est pas possible, ça peut-être, ok. Donc j'y vais un peu penaud, il me dit, monsieur Olicard, vous croyez que je suis né avec une cuillère en argent dans la bouche? Je dis, non. Il fait, j'ai vu que vous aviez refusé le voyage organisé, vous êtes le seul.
il faut oser demander en fait quand on a besoin d'aide. Donc voilà, j'ai appelé le bureau de ceci, de cela, machin, on a des fonds, on va vous le régler, et voilà, il faut admettre que des fois on n'a pas les moyens d'eux, quoi. Et j'étais là pour le coup, c'était pas tant une question de moyens que d'envie. J'ai vraiment pas envie, donc je me suis retrouvé à faire ce voyage que j'avais pas du tout envie de faire, juste parce que j'ai pas osé lui dire, là par contre sur le coup de ah non, ça m'intéresse pas du tout, quoi. C'est inintéressant aussi votre truc. Donc voilà, ça c'est l'anecdote marrante. En anecdote, c'est pas moins marrante, mais je me souviens avoir eu accès un jour chez des amis de mes parents par hasard, des amis de mes parents qui ont beaucoup d'argent, donc c'est pas vis-à-vis de nous, c'est vraiment vis-à-vis de tout le monde. Ils ont beaucoup d'argent, des gens assez âgés. J'ouvre un tiroir dans la chambre où je vais passer la nuit parce qu'on dort chez eux, et je tombe sur une boîte ouverte avec des Pascal, à l'époque des billets de 500. Pour moi, il y en a une infinité. Mais je pense aujourd'hui, rationnellement, en essayant de débugger mon faux souvenir, qu'il y a peut-être une centaine de billets de 500, quoi, tu vois. Donc, 500 francs. Donc. 500 francs, ouais, donc 50 000 francs à l'époque, quoi. Et ça, je me souviens que j'ai une autre vision d'eux, tu vois. Ah, ça te change leur vision. En fait, je me dis, ces gens peuvent tout. Et ça m'a beaucoup marqué, au point que je te le redise aujourd'hui. Je me suis dit, ces gens peuvent tout. Ils peuvent tout faire. Pour eux, pour les autres, ou pour construire, ou pour expérimenter. Et ça me marque beaucoup. Tu vois, je me suis pas dit, tiens, c'est marrant parce que leur maison, elle est sans doute un peu comme la nôtre, la décoration aussi. J'ai pas l'impression tu vois, je savais que voilà, quand on venait, ils invitaient mes parents au resto, tout ça. Alors ma mère me disait, c'est parce que tu sais, ils gagnent beaucoup plus d'argent que nous et on n'aurait pas pu y aller, donc ils ont voulu nous faire ce plaisir et tout. Donc j'ai conscience qu'on a un niveau de vie différent, mais j'ai pas encore conscience de, oui, eux, s'ils se disent, tiens, demain on va en Espagne 48 heures, ils peuvent le faire. Et je trouve ça assez fascinant de me dire, waouh, quelle liberté d'avoir un trésor dans un coin, parce que je le visualise comme ça, et je pense que, tu vois, dans trésorerie, il y a le mot trésor, et que c'est peut-être pour ça que j'ai toujours une grosse trésorerie dans mes sociétés. Je me dis, c'est important d'avoir ce truc-là de disponible, en fait, tu vois. D'ailleurs, j'ai mis beaucoup de temps à mettre mon argent personnel dans des choses où tu investis, où ça va être bloqué. J'aimais bien les avoir disponibles, quoi, tu vois. Je trouvais que c'était un truc de pirate, en fait, de se dire, voilà, j'ai ce truc qui est quand même pas mal gonflé et qui est dispo, quoi qu'il arrive, pour faire quelque chose. C'est pas par sécurité, hein, c'est pour satisfaire une envie, quoi. C'est incroyable parce que de la plupart des gens que j'ai entendus, tu vois, donc j'ai plus de 100 épisodes maintenant d'Histoire d'argent, très souvent les gens qui vivent dans une éducation dans un milieu modeste, ils entendent des petites phrases de leurs parents de « on n'a pas d'argent et on manque et c'est compliqué ». Donc ça crée chez eux une peur de manquer que j'ai l'impression, en tout cas aujourd'hui, t'as plus. Est-ce que tu as la sensation de l'avoir eu quand tu étais plus jeune ? Jamais. Non, on n'a jamais eu... on n'a pas d'argent, je ne l'ai pas entendu. Ok. Tu vois, j'ai un souvenir marquant de moi qui arrive avec un jouet de ma mère. Je ne sais pas quel âge j'ai, mais je sais que je suis très très jeune dans la grande surface. Et ma mère qui me dit, alors, on a ce qu'on appelle un budget, quoi, tu vois, et elle sort de la nourriture du caddie. Elle me fait, on peut le prendre, mais bon, ça, on ne le prendra pas. Faut enlever autre chose. Ouais. Donc, peut-être on ne mangera pas tous les jours. Tu choisis. Ça m'a marqué, hein, tu vois, je m'en souviens vraiment pertinemment. J'ai peut-être 5 ans, j'en sais rien. Et c'est moi qui ai reposé le jouet. Et je me souviens à peu près de l'état émotionnel de oh non, c'est mieux du poulet et des frites demain, quoi, tu vois, je préfère ça à mon jouet, c'est pas grave, quoi, tu vois. Donc il n'y a pas eu d'argent, il y a eu des démonstrations parfois. Mais ça n'a pas cristallisé de peur, de manque Ben non, parce que par contre, quand je disais, j'ai toujours été très curieux, donc je me souviens, il y a le Muséum d'Histoire Naturelle à La Rochelle, je voulais vraiment le visiter et tout, et on y allait, pas tout de suite. Et on y allait un jour de portes ouvertes, en fait. Ma mère a noté, et elle a trouvé un système pour qu'on y aille, tu vois. Donc, dans les choses que j'avais envie de faire, il n'y avait jamais eu de souci de posséder. On a toujours trouvé des moyens, des occasions, des vides-greniers, des choses. Donc, non, vraiment pas un gros désir de flouze, quoi. Mais aussi parce que dans cette éducation indirecte, de voir toujours mes parents s'en sortir avec le courage d'aller poser un filet en mer en pleine nuit parce qu'il pleut et comme ça on a du poisson pour toute la semaine ou des trucs comme ça,
je me suis jamais inquiété de comment j'allais gagner de l'argent. Mais alors vraiment, je ne sais toujours pas ce que je vais faire quand je serai grand. Je me suis pas présenté au rattrapage de mon bac, donc j'ai 0 diplôme officiel à part le brevet des collèges. Tout ça, c'est une catastrophe sociale par rapport à ce qu'on te prétend qu'il faut faire, tu vois, pour gagner ta vie plus tard. Mais moi, j'étais toujours sûr d'être capable de gagner de l'argent. Et j'ai commencé à travailler très tôt. Et à un moment donné, je me souviens, j'avais besoin d'un peu de thunes. J'habitais dans le centre-ville de La Rochelle, j'avais 17 ans. J'avais vu que c'était le bordel à la place du marché le matin quand je rentrais, moi, de la tournée des bars avec les copains. À 4h du matin, je suis allé me présenter il y a quelqu'un qui veut que je décharge contre un billet. Et en fait, pendant 3 mois, j'ai déchargé les camions et je me faisais assez de sous à l'époque, moi qui étais lycéen. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je me suis toujours dit, tiens, avec un peu de courage, je devrais m'en sortir, tu vois. On peut tout faire. Je dis pas que c'est facile aujourd'hui, je fais pas un truc de méritocratie et tout, mais j'avais pas trop peur, en tout cas, j'avais pas peur du tout de ma capacité à aller trouver du taf, même sous-payé, c'était pas un souci pour moi, quoi. Comme tu dis, il y aura moyen d'aller en trouver. Ouais. C'est ça. Ouais. T'as grandi avec ça. Ouais, de trouver de la ressource, tu vois, même pas forcément de l'argent, mais de la ressource. Je me souviens avoir travaillé en extra pour un resto, un tout petit resto, que quelques heures. J'ai demandé juste après que je puisse aller venir bouffer demain avec un pote. C'était, voilà, c'est tout. Il n'y avait pas de relation d'argent, du coup, juste demain, je viens avec un pote et puis on bouffe ce qu'on veut, ça marche, ouais, ok. Je t'aide 3 heures pour le service aujourd'hui, quoi, tu vois. Donc on a fait un épisode d'Histoire de succès, toi et moi, au tout début du podcast, où tu me racontais ton histoire incroyable avec ce resto de raclette à La Rochelle, particulier quand même en termes de... typique termes Rochelet. de marketing, pas mal, que tu avais acheté aux enchères. Ouais. Tu peux raconter rapidement cette très histoire? Très rapidement, j'ai 18 ans ou 19 ans, je veux acheter une voiture. Et toujours le système de le neuf n'est pas obligatoire, n'est pas un réflexe obligatoire. Je me dis, mais attends, on entend toujours parler des ventes aux enchères. Et moi, je passe vers la porte royale de La Rochelle, vers un truc où il y a marqué commissaire aux comptes, vente aux enchères. Je vais aller me renseigner là-bas. Et donc, oui, il y a des ventes aux enchères de véhicules et tout. Je me dis, c'est super et tout. Et je vois un véhicule qui me plaît, parce que je repars avec le catalogue des futures enchères. Je vois un véhicule. Il vaut un certain montant, je me souviens plus. Donc, je retourne là-bas pour avoir toutes les modalités. Est-ce qu'il faut que je m'inscrive ou pas? Je connais pas, tu vois, tout le process. Tu vois, je vais un peu plus loin que l'histoire que je t'ai racontée l'autre fois. Et du coup, en attendant que quelqu'un puisse me recevoir pour me renseigner, je vois d'autres annonces, parce que c'est pas la même vente aux enchères. Quand je raccourcis, je dis je suis venu acheter une voiture, je repars avec un resto. Mais en fait, je suis venu pour m'inscrire pour la voiture et avoir les infos pour ça. Et là, je vois qu'il va y avoir le lendemain des fonds de commerce et ce resto, et c'est le même prix de la voiture. Et ça me rend fou, tu vois. Et ça, c'est encore le genre de truc qui marche aujourd'hui. Tu vois, tu considères pas que tu as de l'argent et d'un coup, tu peux t'offrir un truc improbable. Et pour moi, c'est jamais rentré dans ma grille de possible un jour, je pourrais acheter un restaurant, quoi, tu vois, c'est pas possible. Et si c'est possible, du coup, je vais le faire. Et du coup, j'ai pu avoir ce fonds de commerce et avoir ce resto sur La Rochelle, qui était un tout petit lieu. J'ai un minimum de réflexion, je me dis attends, il y a un appart au-dessus, enfin un lieu que je peux transformer en appart au-dessus, qui inclut du coup par le resto, donc ça va être payé. J'ai pas à me soucier donc de mon logement, de mon électricité ou même de ma bouffe, j'ai tapé dans mes propres frigos. Bon, le risque est quand même très très limité, et puis au pire, je le revends dans 3 mois si ça marche pas, et j'appelle un copain. Et donc on faisait de l'assemblage, il n'y a pas besoin d'être cuisinier pour faire une bonne raclette. C'est sûr. Un bon fournisseur de fromage, de charcuterie, etc. Tu mets ça dans l'assiette, et puis après on a joué sur notre jeunesse, c'est-à-dire qu'on était le resto qui te prenait le plus tard à La Rochelle, parce qu'on s'en foutait, on se levait pas le lendemain, enfin tu vois... Et voilà, et on a fait 2 ans et demi, 3 ans. Quoi. Incroyable. Il y a toujours ce truc de ressources, finalement. D'aller chercher l'argent un peu comme une ressource, quoi. Oui. Ça a créé de l'argent pour toi, finalement. En fait, tu vois, là, on est dans une salle, toi et moi, où il y a des jeux de société partout autour de nous. J'ai une relation à l'argent qui est joueur, pas au casino. Tu me verras pas aller mettre 100 balles au casino, tu vois. Okay. Mais Jamais Jamais, si une fois tous les 3 ans pour accompagner quelqu'un. Tu vois. Et dans ces cas-là, je vais mettre 100 balles. Mais par contre, je ne jouerai pas un jeu où j'ai pas un pouvoir de décision assez fort. Moi, je vais faire un poker, un machin, tout, mais jamais une machine à sous ou un truc comme ça. Faut au moins que ça m'amuse, quoi, tu vois. T'as pas l'impression que ça t'amuse pas de mettre de l'argent à ce moment-là dans cette machine juste pour le fait de jouer? Ah non. Ok. Ah non. Non, faut que j'ai aucun souci à perdre, mais si j'avais les décisions stratégiques, si j'ai pu tenter ma stratégie, tu vois.
putain, appuyer sur un bouton et voir ce qui se passe ou gratter un banco, putain, ça me dit rien du tout. Tu vois, j'ai jamais touché au pari sportif, mais je pense que ça m'intéresserait 1000 fois plus que de tickets à gratter, quoi. Oui, tu c'est vois. sûr qu'il y a beaucoup plus de paramètres à prendre en compte. Alors etc. que finalement, t'es désarmé aussi, tu vois, mais t'as l'impression quand même d'agir un peu, quoi, tu vois. Et donc, par rapport aux jeux de société, voilà, je trouve que l'argent, c'est une ressource collectable comme dans les jeux de société, et que tu peux avoir une stratégie pour collecter ces ressources, et avec cette ressource, tu peux après évoluer, tenter, t'amuser, faire plein de trucs. Donc c'est un moyen, c'est un vecteur. L'argent ne fait pas le bonheur, ça j'en suis persuadé, puisqu'on n'avait pas d'argent, on était heureux chez moi. Et après j'ai lu des études qui m'ont très intéressé, peut-être tu les as lues ou pas. Il y a une étude américaine, qui est critiquable en plein de points, mais qui doit être dans la norme de la vérité, qui dit qu'à partir de 75 000 $ net annuels, tout ce que tu vas collecter en argent supplémentaire ne contribuera plus à ton bonheur. Donc, enfin, ne fera pas le fait que tu sois heureux ou pas. Tu vas faire plein de choses géniales avec. Mais si tu n'es pas heureux à ce moment-là, si tu as 75 000 $ net par an et que tu passes à 150 000, tu ne seras pas plus heureux. Le problème n'est pas là. Tu vois. Donc on voit que voilà, y a un goal qui est dur à atteindre, 75 000 par an, c'est pas si simple, mais pas si haut. C'est intérieur, donc tu peux pas le changer. Moi, évidemment, que j'ai plus de joie quotidienne aujourd'hui dans les conditions financières dans lesquelles je vis que par rapport à quand j'étais en toile de tente. Par contre, mon bonheur intrinsèque est vraiment le même. Et pour le coup, on parlait de l'Olympia, j'ai fait ce point de vie à l'Olympia dans la Grande Loge. C'est vrai ? Je me suis dit, bon, t'en es où ? Puisque moi je découvre ma vie au fur et à mesure, t'en es où ? Est-ce que c'est le bon chemin ? Est-ce que t'es plus heureux ou moins heureux que quand t'étais dans la toile de tente, dans l'île de Ré, en train de vivre là-bas et tout ? C'est une question incroyable. Et en fait, je me dis, bah ouais, je suis aussi heureux, quoi. Je suis aussi heureux. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien ? Bah non, ça a l'air d'être bien parce que je suis aussi heureux, mais par contre, j'ai beaucoup de joie quotidienne supplémentaire à avant avec toutes les choses que je peux faire. J'ai pas trop perdu parce que je trouve que l'argent fait perdre ça. J'ai pas perdu j'ai pas un Deus ex machina lié à l'argent. C'est-à-dire que je suis capable d'attendre avant de m'acheter quelque chose, de me donner un goal. Tu vois, j'ai voulu acheter un drone et je me suis dit quand mon prochain livre, je l'aurai écrit et que j'en serai content, je m'achèterai ce drone. Et voilà, donc, alors que j'avais les moyens de me l'acheter maintenant. Donc je garde quand même des enjeux de vie, tu vois, parce que je pense que c'est ça qui peut être tristoun quand tu as un peu plus de moyens, t'as moins de joie parce que tu as moins d'argent. Donc il y a le rapport désir-souffrance face à l'envie quand même, qui est parasité. Donc je souffre pas, tu vois, mais je suis pas non plus dans l'ennui, tu vois. Il y a pas ça. Donc tu te mets des objectifs en fait finalement, tu rends tout ça gamifiable. Ouais, mais ma vie est un jeu, hein. Non, mais c'est vrai, c'est complètement un jeu. Et puis il faut qu'il y ait des raisons, tu vois. Je suis très geek, il y a des bijoux technologiques qui m'intéressent. Tant que je suis sûr que je n'aurai pas le temps de m'y consacrer pour savoir comment ça fonctionne, etc., et que j'ai pas 2-3 idées pour m'en servir, bah, je me l'achète pas, tu vois. C'est entre être raisonnable vis-à-vis de l'argent, être responsable écologiquement, tu vois, il y a tous ces trucs-là, en fait, ne saute pas sur les trucs, parce que, oui, si le truc vaut 200 balles aujourd'hui, j'ai pas à me poser la question de est-ce que je peux ou est-ce que je peux pas, je peux. Donc, en fait, ne cumule pas pour cumuler, tu vois. Est-ce que tu peux vraiment t'amuser avec, tu vois. L'amusement est important dans ma vie. Ouais, c'est ça. Et quand tu dis des façons de m'en servir, est-ce que tu y mets dedans systématiquement le pro ? Non. Okay. Non. Pas forcément. Non. Et d'ailleurs, c'est une question que je me pose encore plus pour le perso. C'est très entremêlé, finalement, ta vie, oui, tu vois. Bien sûr. Mais comme le pro est d'ailleurs très présent et très prenant, tu vois, par exemple, le nouveau Zelda, je l'ai pas encore parce que je ne peux pas le commencer. Parce que je ne vais pas le faire un peu. Je sais comment je vais y jouer. Donc, je veux avoir le loisir de le déchirer, tu vois, de le saigner, et donc je sais que j'aurai pas cette opportunité là maintenant, donc j'attends, et donc si ça se trouve en fait il aura bien baissé quand je le prendrai. En termes d'argent, tu veux dire ? Ouais, c'est possible, c'est une conséquence positive à l'attente. Et t'arrives quand même à te mettre des moments où tu te dis ok, là je prends 15 jours ou 3 semaines où je vais déglinguer Zelda et je ne fais rien d'autre. Ouais. Ok. Ouais. C'est un truc que t'arrives à faire aujourd'hui, avec tous les projets. Mais oui, mais ça c'est la grande illusion que je travaille tout le temps. Alors que je travaille
plus que la normale, c'est-à-dire que je considère que je dois faire 35 heures de bureau par semaine, parce que l'humanité arrive à le faire, sauf qu'à côté de ça, je vais avoir des spectacles, des conférences le soir ou le week-end, tu vois, donc plus que la normale quand même. Par contre, les 8 heures de bureau que je vais faire par jour, je les fais intensément, pleinement. Je me déchire pas, c'est juste, je vais pas allumer mon téléphone, je vais pas scroller, je vais pas machin. Alors, attention, j'ai de la chance, je fais que ce qui me plaît. Bon, j'enlève le mot chance. Je fais que ce qui me plaît, peu importe le risque que ça engendre. Mais du coup, c'est une chance que tu as inventé finalement avec le temps. Mais je n'ai pas de réveil matin. C'est-à-dire que j'ouvre les yeux une fois que mon sommeil est réglé, donc déjà je suis en pleine forme, et je n'ai pas envie de me rendormir puisque je suis très excité de ce que j'ai à faire aujourd'hui. Et ça, quasiment chaque jour de l'année. Donc en fait, quand je travaille pleinement. Donc je pense que mon travail est 2 fois plus efficace, par exemple, que mon voisin, tu vois, sur la même période. Mais la conséquence de ça, c'est qu'en temps normal, sauf période de rush, quand il faut rendre un livre et que tu le relis ou quoi, je veux dire, à 17h30, 18h, je suis à la maison et j'ai rien à foutre, quoi. J'ai rien à foutre, à part être heureux avec ma compagne, quoi, tu vois. J'ai pas d'ordi. T'as pas d'ordi chez toi? Pourquoi faire? Je travaille pas, tu vois. Et comme pour jouer, j'en sais rien. Ouais, mais ça, c'est un de mes hacks. Ouais. Chaque objet a sa fonction. Joue sur une bête de console, les jeux sont mieux. Alors, non, sur l'ordi, tu as des très bons jeux par contre, mais les jeux sont mieux que sur ton téléphone, tu vois. Et si tu es sur la console pour jouer, tu vas faire que jouer, tu vois. Et tu es sûr de ne pas passer à autre chose, etc. Si tu veux faire des photos, prends un bel appareil photo et fais-toi une vraie sortie photo plutôt qu'une sortie avec ton téléphone. Je vais prendre des photos et puis à un moment donné, tu es sur un banc, puis ça fait 15 minutes que tu es sur TikTok et ça n'a rien à voir avec ta sortie photo. Tu vois. Donc j'essaye de ne pas mélanger mes types de temps, quoi, tu vois. On revient à l'intention. Ouais. Et le super pouvoir. Bien sûr. Donc pour répondre à ta question, oui, j'ai le loisir de prendre 15 jours pour déchiqueter Zelda. En vrai, je le ferai pas parce que là, c'est trop, mais ça va être une période de 15 jours, 3 semaines où je vais me faire 4 heures de Zelda par jour. Okay. Tu vois, c'est déjà pas mal. Tu vas quand même bosser à côté, tu vas pas... Non, pas forcément bosser. Non, mais j'ai envie de bouger, quoi, tu vois, aussi, après, physiquement, quoi. Ok, je comprends. Franchement, bravo. Je pense à tous les gens que j'ai interviewés ou qui écoutent et qui m'expriment leur peur de manquer. J'imagine à quel point tout ce que tu racontes va être inspirant. Est-ce que tu as en tête, est-ce que tu en as déjà parlé avec tes parents sur ce qui fait que eux, dans leur situation précaire, tu vois, modeste, etc., ils n'avaient pas cette peur de manquer, justement, et qui vous l'ont pas refilé? Non, moi je pense que mon père a eu peur de manquer. Ok. Parce que mon père a un parcours de vie extrêmement chaotique que je découvrirai ou que j'apprendrai à l'âge adulte, quand je serai en mesure de le recevoir en tout cas. Donc il a volé pour manger. Il était un peu laissé à l'abandon par sa mère, ses frères et sœurs. Il a vu ces choses-là horribles. Donc pour lui, sa priorité parentale était qu'il y ait un toit, à manger dans l'assiette et des vêtements. Ce qui explique pleinement le côté de faire des câlins et rigoler avec mes enfants, pour quoi faire? Plus tard. Ils ont ce que je n'ai pas eu, oui. Tu vois. Donc lui, je pense qu'il a eu cette peur de manquer. Ma mère, non. Ma mère, elle vient de la campagne. Ses grands-parents géraient un truc un peu agriculteur qui n'était pas eux pour le besoin de quelqu'un. Mais du coup, elle a une enfance assez forte en expérience de vie dans ces campagnes-là, tu vois. Tu manques jamais de rien. Je veux dire, t'as soif, tu vas tirer un peu le lait de la vache, elle buvait le lait, même le pis, tu vois. Enfin, donc, elle n'a pas manqué alors qu'ils n'avaient pas de ressources financières non plus. Donc ça, je pense qu'elle l'a véhiculé. Et puis ma mère est une très très bonne gestionnaire, hein. Mon père lui faisait une pleine confiance, tu vois, de ça. Et elle a géré de fou. Je me souviens dans un cercle amical du village où il y a, à un moment donné, mon père changeait de voiture, mes parents changeaient de voiture, et les gens disaient ils en font de la thune, les Olicars. Alors qu'on n'avait pas une thune, on avait juste ma mère qui a toujours fait les choses très intelligemment. À l'époque, ils ont acheté leur maison, mes parents, ils n'avaient pas un rond, ils l'ont acheté à l'âge de 21 ans. Donc à 41 ans, il n'y avait plus de loyer à payer. À l'époque, c'était la mode des taux évolutifs. Ceux d'ailleurs qu'on fait
éclaté la bulle aux États-Unis, tu vois. Et donc tout le monde prenait un peu ça, tu vois, parce que c'était plus facile, machin. Et mes parents ont pris un taux fixe. C'est ma mère qui a dit taux fixe. Et j'ai les chiffres en tête. À l'époque, leur loyer, leur remboursement de crête, c'était 800 francs. 800 francs, ça fait 120 € aujourd'hui. 120 € à cette époque, c'était le salaire mensuel de ma mère. C'était un SMIC, tu vois, en valeur marchande. Donc au départ, il y avait un des 2 salaires de mes parents, quand ils ont acheté la maison, qui partait dans le remboursement de la maison en entier, quoi, tu vois. Sauf que 20 ans plus tard, même 800 francs, c'est 120 €, la vie avait tellement augmenté, et les salaires quand même aussi un minimum, que c'était peanut, quoi, tu vois. Donc, ils ont joué sur plein de tableaux comme ça, tu vois. Elle est maligne, ma mère, quoi, tu vois. Elle sait que c'est bien d'investir, que le temporaire, c'est une mauvaise idée, qu'il ne faut pas se serrer la ceinture. On calcule si c'est un bénéfice moyen terme, long terme, qui est vraiment avantageux. Elle a fait en sorte assez tôt, tu vois. J'ai un oncle et une tante qui gagnent bien plus que mes parents, qui ont toujours bien plus gagné que mes parents, qui étaient en locatif, et qui disait, c'est la sœur de mon père, qui disait toujours à mon père, oui, mais nous, on peut pas acheter, on n'est pas comme vous, on peut pas acheter. Alors qu'ils avaient plus de revenus, tu vois, finalement, que nous deux, ils avaient des bons postes, etc. Donc, tu vois, elle a été maligne, elle a un peu hacké le game, ma mère. Ça ne vient pas de nulle part, alors. Ouais. Non, mais ouais, et puis on nous a pas transmis la crainte. En tout cas, on nous a pas embarqué dans ce mois-ci, c'est difficile. Tu vois, pareil. C'est un cadeau incroyable. Hein. Moi, j'ai appris plus tard que mon père s'est retrouvé au chômage. À un moment donné, son patron avait fermé. Il a monté une boîte avec un ancien ouvrier avec qui il travaillait. Et puis, cette boîte-là, elle a eu des difficultés parfois. Je n'ai pas du tout le souvenir qu'on nous ait fait porter le poids de ces difficultés-là, quoi, tu vois. Et je pense aussi que dans le fond, mon père, quand même, au fond, devait se dire, mais quoi qu'il arrive, moi, je ferai des chantiers quelque part. Que ce soit au black ou quoi, au machin, ou en faisant 500 bornes, où je trouverai du travail, tu vois. Je pense quand même qu'il avait ce truc-là de, quoi qu'il, j'ai des bras, tu vois. C'est incroyable, c'est un cadeau de ouf. Ouais, c'est sûr. Ça t'évite d'avoir des préprogrammations mentales erronées, quoi. Incroyable. Et pourtant, tu disais tout à l'heure que pendant des années, tu t'es pas payé. T'as préféré garder l'argent, comme tu dis, dans ton trésor, plutôt que de te rémunérer toi. Qu'est-ce qui fait que pendant ces premières années, parce que mais j'oublie, mais j'ai pas de besoin. Non, mais c'est ça le problème, j'ai pas de besoin. Regarde comment je suis sapé, quoi. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est même catastrophique des fois, quoi. Tu vois, où je me dis, mais Fabien, putain, va t'acheter des fringues un peu, quoi. Fais quelque chose. Mais parce que c'est Pont Vuitton, tu pourrais faire. C'est ça. J'ai pas une grosse bagnole, j'ai pas un appart de luxe, j'ai pas de gros besoins. J'aime bien me faire plaisir parfois, mais j'ai pas de gros besoins. Donc c'était pas nécessaire, j'avais pas besoin d'un changement de vie, tu vois. J'aspirais à rien. Et après, il y a eu le côté aussi de, ça me plaît de laisser sur la trésorerie de la boîte, mais ces deux trucs se sont croisés où au départ il y a un vrai oubli, c'est-à-dire que là, vraiment fallu me dire un jour, mais c'est quand même pas normal que je me paye pas. Tu vois. Tu t'en es rendu compte tout seul ? Ouais. Ok. Oui, en fait, c'est quand j'ai commencé à me dire, tiens, ce serait bien que j'achète un appart. Et puis, je regardais pour l'apport que je pouvais. Je veux pas un gros apport possible. Et puis, je voyais un peu aussi l'étonnement, tu sais, parfois, voir l'incrédulité de, non, mais toi, ça va, tu dois avoir tant sur tes comptes. Alors, pas du tout, moi, j'ai tant, quoi. Tu vois, on dit, c'est pas possible. Bah si, pourquoi j'aurais plus, tu vois. Donc, il y avait ça aussi, quoi. Et puis, il y a eu ce déclencheur aussi, mine de rien. Je reçois, 1 an après la sortie du livre, ça se passe comme ça, les droits d'auteur de mon premier livre. Que tu as vendu à plein d'exemplaires. À beaucoup, mais à cette époque-là, on devait être à 80 000 exemplaires. Et donc, je reçois un pactole. C'est la première fois de ma vie que je reçois un pactole, et je ne l'ai pas anticipé, ce pactole. Tu vois. Je n'ai pas anticipé les impôts qu'elle allait aller avec aussi l'année d'après. Donc, je reçois ce pactole. Ça te fait quoi ? Ça te fait 80 000 balles à peu près 1 euro par bouquin. Ouais, grosso modo 80 000 balles. Et en plus, le même mois, c'est l'époque où la SACD signe des accords avec YouTube. Et nous, les créateurs, sur 3 ans, on récupère aussi un peu des droits d'auteur. À l'époque, je touche 17 000 € de ça, le même mois. Et je touche mes congés spectacles qui étaient confortables, en tout cas qui étaient au moins à 3 000 €, comme tous les ans, tu vois. Donc d'un coup, je me retrouve avec 100 000 € sur le compte, si tu cumules tout. Et du coup, là, tu fais waouh, c'est trop bien. Alors d'abord, j'ai un petit peu de dette, de la micro-dette. Je règle tout ça. Ça, c'est un plaisir. Waouh, génial. Ensuite, je dispatche un peu de l'argent sur des comptes en me disant voilà, ça, machin. Je me paye des très belles vacances. J'avais jamais fait ça, tu vois.
Et puis, c'est cool, j'ai un petit trésor devant moi. Et du coup, ça va faire que je vais encore moins porter le regard sur « mais je me paye toujours pas pour tout le reste ». Tu vois, et il va falloir longtemps parce que j'ai encore moins le besoin qu'avant, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est vraiment un jour où je me suis dit, mais attends, Fabien, à chaque fois que tu fais un spectacle, tu dois prendre une somme, aussi petite soit-elle. À chaque fois que tu fais une conférence, tu dois prendre une somme, aussi petite soit-elle. Et tous les mois, pour tout ce que tu fais pour la société, tu dois prendre une somme, même si elle est petite, tu vois. Et donc, je commence à me payer. Comment t'as eu le déclic ? T'as eu un déclic ou alors ça t'est venu C'est quelqu'un de l'extérieur qui t'a dit ? Parce que comme t'as pas l'air d'être du tout formaté comme ça. Ça vient de moi. Je vais pas te dire de bêtises, hein, j'en suis pas sûr, mais je crois vraiment que c'est lié à mes premières envies d'achat. Au fait que j'ai pas vraiment, que j'ai pas vraiment d'apport et que je me rends bien compte que ça va être un peu relou cette histoire-là, Okay. quoi. Et que je me dis il est temps de devenir adulte. Je fais ce que je peux, je mets de côté et tout. Et après un constat en entraînant un autre, où à la fin je constate mais peut-être que c'est pas normal que quand je pars une journée faire 500 km de train pour une conférence de 2 heures sur un truc où j'ai vraiment une valeur, plus 500 km de l'autre côté en ayant travaillé dans le train toute la journée pour gérer les boîtes, peut-être que c'est anormal que j'ai gagné 0 € moi cette journée alors que j'ai payé mon régisseur, mon accompagnateur, les équipes, etc. Tu vois, me dire non, je ne fais que de dire que je suis un des maillons de la chaîne qui travaille autant que les autres. Peut-être que je dois être rémunéré autant que les autres, en fait. Tu vois, il y a un truc de domino de constat qui s'est fait à ce moment-là. Ouais. Mais n'empêche, t'as pas l'air d'avoir des parents entrepreneurs, etc. Donc c'est un vrai changement d'état d'esprit, quoi. Ouais. Mais je suis un patron ouvrier, du coup. Tu vois, en me payant à la hauteur que les autres et en demandant aussi plus à moi qu'aux autres. Je considère que les patrons ouvriers, on disait ça pendant un temps pour les artisans. Les patrons ouvriers, ils avaient leur boîte, mais ils étaient le seul salarié de leur boîte. Ah oui, ok. Dans ce sens-là. Je me considère un peu comme ça, quoi, tu vois. Ok. Est-ce que tu as un peu en tête... parce que c'est intéressant, ton rapport à l'argent qui est très frugal, finalement, où tu as vraiment une vie frugale. Je me demandais un petit peu, par rapport à ton esprit, justement, tu vois, à la fois créatif et cartésien, est-ce que tu as envie de faire des choses avec cet argent, en dehors de projets professionnels ? Non. T'as acheté cet appartement maintenant ? Ouais, qui est en location. Lui, c'était un investissement locatif. Okay. J'ai pas encore acheté ma résidence principale. Okay. Donc, il y a vraiment ce truc, acheter la résidence principale. Moi, je suis un mec de cocon. Tu sais, donc j'ai besoin... moi, j'imagine pas acheter un truc pour habiter dedans et le revendre et faire une plus-value. Ouais. Pareil, le héritage familial... Mes parents vivent toujours dans la maison de mon enfance. J'ai l'impression que je vais reproduire la même chose. Donc, je veux vraiment faire mon petit cocon et avoir les moyens de le faire. Donc là, l'argent est vraiment ce moyen-là. Après, j'ai pas de projet avec l'argent, quoi. Ok. Donc, mais en même temps, je vais te dire un truc. À moitié de connard, quand même. Mais j'ai l'impression que c'est parce que je veux pas d'argent que ça arrive. Mais en fait, je pense qu'il y a une vraie explication à ça. C'est que comme je ne cherche pas à avoir de l'argent, que c'est pas important... en fait, du fait que c'est pas important, quand j'en ai, il part pas vite. J'ai pas à solutionner un apaisement, tu vois. J'ai pas une boulimie de la dépense après derrière. Donc du coup, c'est pour ça en fait qu'il continue à arriver. Et comme j'ai pas besoin d'argent, c'est pour ça aussi que je prends les risques sur tous mes projets de cœur et que peut-être sur 10 projets, il y en a un qui devient singulier et qui devient extrêmement rémunérateur, comme ça s'est passé pour le livre, tu vois. Ça aurait pas dû se passer comme ça pour le livre, c'était pas prévu, quoi, tu vois. Personne faisait ces chiffres-là à l'époque, il y avait aucune raison. D'ailleurs, comme ma vie est un jeu, quand je deal mon contrat d'édition à l'époque, j'ai un avaloir qui m'est proposé de, je crois, 6 000 €, un truc comme ça, ou 7 000 €, 6 000 je crois, et des pourcentages sur les ventes. C'est comme ça que ça fonctionne, avec des paliers de vente. Et je contacte mon éditrice et je dis les pourcentages ne me vont pas. En fait, je veux un gros pourcentage sur un palier au-dessus de 20 000. De 20 000 exemplaires vendus, ce qui, dans le monde de l'édition aujourd'hui, est rare et gros, tu vois. Et elle me pareil, dit, un pari, encore une fois. Ouais. Elle me dit, ça se fait pas trop et tout, surtout pour un premier ouvrage. Je dis, non, mais on baisse mon avaloir à 4 000. On le met à 4 000 et puis on met un palier à 20 000, mais à 14% ou 15%, ce qui est une grosse demande. Et je me souviens que ça doute et tout. Et à la fin, je dis, mais de toute manière, est-ce qu'on est d'accord ? Si on en vend plus de 20 000, c'est un bon problème pour vous, non ? Tu vois ? Et a priori, je vais pas le faire. Donc, il n'y a pas de souci, quoi.
Moi, je veux juste parier sur le potentiel succès. Et dans ma vie, sur plein de trucs, je parie au cas où ça marche bien. Et donc, à ce moment-là, je me dis, bon, si j'en vends 3000 des livres, j'aurais perdu les 2000 euros d'avaloir. Est-ce que 2000 euros auraient changé ma vie ? Non. Donc, on peut parier. Par contre, si je vends 25 000 livres, là, ça peut vraiment avoir des conséquences. On en a vendu 80 000. Tu vois, donc j'ai plein d'endroits comme ça. Donc, il y a plein de fois, ça sert à rien. Mais quand ça fonctionne, c'est cool. Trop intéressant. Bravo, Fabien. J'avais encore une dernière question par rapport à ta famille. Comment ta famille vit ton succès, et notamment ton succès financier ? Comment toi, tu vis ce succès financier et cet argent que tu as aujourd'hui vis-à-vis de tes parents ? Je crois que ça n'a rien bougé. C'est fou, hein ? Je sais que là, je fais attention à un truc depuis 2 ans. C'est de laisser mes parents payer. Parce que l'autre fois, on est allé au resto. Mes parents m'invitaient au resto. On va manger au resto. Et je vois au moment de payer mon père qui dit non, tu payes pas. Et je comptais pas du tout payer parce qu'il m'avait dit qu'il m'invitait. Je me suis dit, tiens, ça doit traduire un truc de je dois un peu trop souvent vouloir leur faire plaisir. Et en fait, faut pas que je leur enlève le moment où eux ont envie en fait de Bien t'offrir sûr. quelque chose. Voilà. Ouais. Donc moi, je suis vigilant à ça parce que je l'ai détecté comme ça sur ce comportement-là. Et le fait est que comme j'ai un petit peu de sous et que mes parents ont toute petite retraite, j'aide un peu à leur non-demande quand c'est possible, quand je vois que ce serait utile. Et ça a été un truc dur à accepter de leur part. Pour eux, oui. Ouais, là, Fabien propose d'aider pour tel truc. Non, quand même, c'est pas dans ce sens-là que ça doit aller. Donc j'ai réussi à unlock en disant tant que j'aurais pas remboursé tout ce que vous avez dépensé pour moi dans votre vie, on peut se dire que c'est ok, non ? On peut se remettre à zéro. Tu vois, j'adore les remises à zéro. Je te contourne le truc, mais quand j'arrive à Paris, j'ai un copain qui contacte un autre copain à lui qui s'appelle Éric Bouvron, qui est un excellent metteur en scène, humoriste, auteur, etc. Et qui a une association qui s'appelle Rire pour guérir, dont je crois Éric Antoine est parrain, il me semble. Et lui a été le metteur en scène d'Éric Antoine d'ailleurs. Et donc mon copain dit, voilà, des fois il a des plans boulot, des plateaux et tout. Et c'est vrai, il me met sur 2-3 plateaux. Éric Bouvron est vraiment une personnalité incroyable. Et il me dit, est-ce que tu veux bien faire, il parle anglais, est-ce que tu veux bien faire pour rire, pour guérir et tout. Je dis, oui. Donc en fait, il fait, nous, on fait pas beaucoup les enfants. On va pas faire beaucoup des trucs pour les enfants dans les hôpitaux parce que les enfants, il y a beaucoup de personnes déjà qui s'en occupent. Donc moi, j'aime quand on emmène l'association voir des grabataires, des personnes qui ont Alzheimer, des personnes qui ont des handicaps mentaux, des personnes qui sont sous dialyse à l'année, des personnes dépressives. Est-ce que, voilà, il faut avoir les reins, est-ce que tu veux bien, quoi ? Je dis, ouais, moi, ça donne du sens. Et il fait, par contre, c'est payé. Tu as un cachet de 100 € net pour la journée que ça te prend et tout. Bon, je vais pas te mentir, à l'époque, 100 € net et un cachet pour l'intermittence, c'était vraiment quelque chose pour moi, tu vois. Et du coup, j'ai fait ça durant... Le cachet intermittent, c'est 150, 200 €, c'est ça, environ ? Là, c'était 100 € net. Ah oui, d'accord. Oui, le cachet, tu veux dire que c'était en cachet d'intermittent. C'était un cachet, donc ça... Ça rentre dans ton compte, voilà, dans ton décompte. Quand on veut être intermittent, il faut réaliser 43 cachets sur une période de 10 mois et demi, c'était à l'époque, maintenant c'est 1 an. Donc, c'était pas rien, quoi. Ouais. Je pense que je travaillais peut-être 15-20 fois dans l'année pour lui, ça me faisait la moitié de mon statut, comme on dit, quoi, tu vois. Donc, c'était très important. Je le faisais avec passion et générosité, ce qu'il y avait à y faire, mais j'y trouvais quand même un vrai intérêt, ça m'aidait beaucoup, tu vois. Et quelques années plus tard, j'apprends que l'association a le bas de l'aile. Quand je te dis quelques années plus tard, c'est beaucoup d'années plus tard, parce que c'était il y a 4-5 ans. Et du coup, j'ai repris toutes mes fiches de paie de Rire pour guérir. J'ai calculé le montant de tous les nets, le montant de toutes les charges, le montant de tous les frais de route qu'ils m'ont remboursé, donc tout le coût employeur des 3-4 années où ils m'ont fait bosser, et j'ai fait un chèque du même montant, et j'ai remboursé. Et du coup, Eric me dit, mais pourquoi et tout, machin. Je dis, non, j'ai juste remis à 0. En fait, vous m'avez fait un prêt à 0% dans ma vie, tu vois. Et donc voilà, avec mes parents, j'ai ce truc-là, quand je veux les aider sur un truc où je me dis, sinon ils vont pas pouvoir et j'aimerais bien intervenir, et que c'est un peu frileux, je dis, non, mais c'est toujours le retour du prêt à 0% que vous m'avez fait, quoi, tu vois. Et ça les coince. Ouais. Ils sont obligés de faire... Ah, putain, et puis ça va, j'interviens pas pour des trucs de 3000 €, des trucs comme ça, mais si y a
un truc qui ne peut pas se faire pour une question d'une centaine d'euros, laissez-moi me faire le plaisir de vous aider de ce côté-là. Et ça vient du cœur, tu ouais, te sens jamais obligé. Non, je me sentirais juste même pas concerné. Tu vois, s'ils pouvaient pas le faire et que j'avais pas aidé, c'est pas moi dans mon ego, c'est juste je trouve ça dommage et nul. Tu sais, pour moi c'est la même chose que de se dire tiens j'ai soif, j'ai de l'eau mais je t'en donne pas, tu me la demandes pas et je t'en passe pas alors que je n'ai plus soif du tout mais il me reste de l'eau. C'est quand même con quoi, tu vois. C'est pas parce que c'est de l'argent qu'il faut le considérer autre chose comme inconsommable en fait quoi, tu vois. Bah bravo. Franchement, non mais j'ai pas reçu, je te dis vraiment plus de 100 épisodes, j'ai pas reçu beaucoup de gens qui avaient un rapport aussi détendu à l'argent et qui viennent d'une éducation aussi mais un peu trop détendu parce que du coup vraiment j'ai raqué fort les impôts ces dernières années. C'est la première année où je me fais entourer de fiscalistes, de machins et tout, qui ont saigné des larmes de sang quand ils ont vu combien je payais tous les ans. Moi, je suis un blaireau, je mettais tout dans traitement et salaire, prenez ce qu'il y a à prendre. Ils prennent plus de 60% de mes revenus, tu vois, tout confondu, tranche marginale et puis des trucs d'auteur à côté et tout. Et non, quoi. Oui, il y a un peu d'optimisation à faire, quoi. Beaucoup. Et en plus de trucs basiques, quoi. Je suis pas en train de cacher de l'argent aux Bahamas, quoi, tu vois. C'est juste des choses auxquelles j'avais le droit. En fonction des cases dans lesquelles tu les mets, des plus ou moins auxquelles j'avais le droit parce que mon appart, depuis le départ, je le loue à bien moins cher que le prix des loyers à La Rochelle parce que je me dis ça peut dépanner quelqu'un et comme je me souviens des difficultés à avoir des apparts à l'époque, je le loue à quelqu'un qui n'a pas des trop gros revenus que tout le monde va refuser. Il m'a dit tu sais que tu peux déduire plein de choses puisque tu fais ça. Ah ben non, je ne savais pas. Bah si, du coup il y a un remerciement on va dire des impôts pour faire un peu du social alors qu'on t'en a pas demandé quoi, tu vois. Et je dis ah ben d'accord, bah mettons-le alors. Oui c'est vrai. Et effectivement je les ai baissés de 20% là cette année et je me suis dit ah ouais. Mais tu vois c'est pour te montrer que j'avais même pas ce truc de je vais trop donner quoi, tu vois. Oui je trouve que je donne trop quoi depuis le départ, il y a pas de souci. Je trouve le montant vachement élevé et un peu dégueulasse dans la vie de quelqu'un qui a pas encore de patrimoine, tu vois. Je suis là nous on écrit des livres, on fait des spectacles, quand ça marche un coup c'est pas un CDI sur 20 ans donc c'est fou tout ce qu'on redonne. J'ai un espèce de délire on devrait un peu le corréler au patrimoine de la personne, tu vois. Il a gagné beaucoup, il a déjà une maison qui a lui un patrimoine de temps, ok on va le taper un peu fort, tu vois, il a déjà un peu construit sa vie. Nous il y a un côté les artistes, les auteurs et tout, t'as un truc qui a marché pour une fois et on te le considère fiscalement comme si c'était ton salaire mensuel quoi, tu vois. Bon, voilà. Donc je trouvais quand même que je donnais beaucoup, mais bon, tu vois, c'est la règle du jeu, tu vois, je suis très sensible, la règle du jeu, on suit la règle du jeu, quoi. Merci Fabien. Merci à toi. Je mettrai tous les liens pour aller retrouver ton travail dans les notes de cet épisode comme d'habitude. C'était canon. Les notes de l'épisode qui sont toujours très bien faites. Si vous faites des podcasts, regardez comment fait notre ami FF. Merci beaucoup. Pour pas le citer.